d'avoir transféré frauduleusement des dizaines de millions d'euros de Madagascar vers l'île Maurice. Après être arrivé sur l'île dans des conditions rocambolesques le mois dernier, Mam Ravatumang a été arrêté puis hospitalisé pour des problèmes cardiaques, des conditions de santé invoquées désormais pour éviter la prison. Les détails à Port-Louis avec Patrick Hilbert. La Cour de district de Port-Louis a retenu jeudi des charges provisoires de blanchiment d'argent et d'entente délictueuse et a ordonné le placement immédiat de Mam Ravatumang en cellule policière. Interpellé le 24 octobre, l'homme d'affaires malgache séjournait en clinique privée depuis le 18 octobre pour des problèmes cardiaques. La commission des crimes financiers s'oppose à sa libération sous caution et invoque un risque de manipulation de preuves, d'intimidation de témoins et de fuite du territoire. La défense dénonce une arrestation irrégulière, l'absence de soupçons fondés et plaide l'innocence de son client. Puis, coup de théâtre, en route vers sa cellule, Mam Ravatumang a dû être transféré d'urgence vers un hôpital public où il est depuis sous étroite surveillance policière et ce, jusqu'à nouvel ordre. Parallèlement, l'ancien commissaire de la commission, Junaid Fakim, arrêté dans le cadre de la même affaire, reste hospitalisé. Devant le tribunal jeudi, son médecin a confirmé des troubles cardiaques. Junaid Fakim est soupçonné d'avoir rencontré Mam Ravatumang le 14 octobre pour lui communiquer des informations confidentielles, ce qu'il conteste. Patrick Hilbert, Port-Louis, RFI. Les violences électorales de la semaine dernière continuent de hanter les esprits en Tanzanie. Alors que l'accès à Internet reste partiel, des centaines de vidéos circulent désormais sur les réseaux sociaux, des images qui montrent la brutalité des forces de l'ordre dans la répression des rassemblements post-élection présidentielle. Lors de son investiture lundi dernier, Samia Suluhu Hassan a promis un retour rapide à la normale après ces manifestations qui aurait fait près de 2000 morts selon l'opposition. Des chiffres qui restent impossibles à confirmer de sources indépendantes pour le moment, mais des centaines de familles affirment en tout cas n'avoir jamais retrouvé les corps de leurs proches. Christina Okello a pu recueillir le témoignage d'une jeune femme qui a perdu son compagnon. À l'hôpital, elle espérait encore pouvoir lui offrir une sépulture digne. Son compagnon a été touché par balle à l'estomac le jour du scrutin présidentiel à Dar es Salaam. On m'a dit que son corps avait été transféré à la morgue. J'ai ressenti un soulagement. Je me suis dit, au moins son corps sera conservé. Mais le lendemain, on nous a interdit de sortir à cause du couvre-feu. Et quand son frère a pu aller à la morgue, on lui a dit que son corps n'y était pas. Mais ce n'était que le début d'un long cauchemar. Depuis, la famille cherche en vain son corps. L'armée aurait enterré certains corps sans identification pour effacer les traces des exactions. Les ONG parlent de disparitions forcées et d'un climat de peur qui empêche les proches de réclamer justice. Les militaires nous ont dit que certains corps avaient été enterrés par le gouvernement et que ce n'était pas la peine de chercher. Alors on s'est réunis pour prier pour lui, mais on a l'impression qu'il a été enterré comme un animal, sans être lavé, couvert de sang. C'est terrible. Pour cette jeune femme, le deuil reste impossible. Un silence douloureux partagé par des centaines de familles tanzaniennes après les violences électorales. Christina Okello. Au Soudan, depuis la chute d'El Fasher aux mains des FSR, l'ONU fait état de massacres, de viols, de pillages et de déplacements massifs de population. Face à la pression internationale, les forces de soutien rapide ont annoncé hier accepter une trêve humanitaire de 3 mois proposée par l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Les Émirats, pointés du doigt par le gouvernement soudanais, cette fois pour leur soutien au groupe armé du général Hemeti. Des appels au boycott visant l'État du Golfe se multiplient sur les réseaux sociaux et des voix s'élèvent dans les démocraties occidentales comme en France ou en Australie pour faire pression sur Abu Dhabi. Mais Ouda Ibrahim, l'acheminement d'armes vers les FSR continue via la Libye. Le pont aérien entre Abu Dhabi et la Libye se poursuit à un rythme soutenu en dépit de la timide pression internationale contre les Émirats arabes unis. Au mois d'octobre, plus de 64 vols ont été enregistrés par les satellites spécialisés dans le suivi de vols entre Abu Dhabi et El Koufra dans le sud libyen. 10 autres vols ont été repérés début novembre après la prise d'El Fasher. Des avions cargo de transport militaire, surtout des Ilyushin 76,
burundaises appartenant à la société FlySky Airlines liée à Abu Dhabi. Ce 5 novembre, un convoi de plus de 800 véhicules armés, dont 300 blindés, a été filmé à Al-Koufra, se dirigeant vers le Darfour. Mercredi, à Doha, l'ambassadeur du Soudan a affirmé que les armes utilisées lors de l'attaque d'El-Fasher sont passées par la Libye. Le sud libyen, sous contrôle du maréchal Haftar, allié d'Abu Dhabi, offre un grand soutien logistique aux paramilitaires soudanais. Ils y possèdent des bases et des camps à Al-Koufra où ils viennent se reposer, se ravitailler, où ils réparent leurs véhicules. Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. RFI, 22h37 à Washington, la capitale américaine où les délégués congolais et rwandais doivent se retrouver ce vendredi. Une rencontre organisée dans le cadre du comité conjoint de surveillance, le mécanisme chargé d'assurer le suivi de l'accord signé le 27 juin dernier sous les auspices des États-Unis. Ce mécanisme, il a pour mission de recevoir les plaintes des deux parties, d'examiner les accusations de violation et de tenter de résoudre les différends. Alors qu'une partie du territoire de l'Est congolais est toujours sous le contrôle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, cette réunion intervient dans un contexte d'accusations mutuelles entre Kinshasa et Kigali. Passion Ligodi. Le Rwanda accuse la RDC d'avoir engagé des nouveaux mercenaires, notamment de Colombia. Kigali évoque aussi la présence de l'armée burundaise dans l'est de la RDC, estimant à 14 000 le nombre de ces hommes sur le sol congolais. Autre sujet de tension, les FDLR. Le Rwanda dit avoir pris note de l'appel lancé par l'armée congolaise, invitant ce combattant hutu-rwandais à déposer les armes et à se rendre. Mais Kigali dit attendre des actes concrets, notamment leur neutralisation. Le gouvernement rwandais accuse même Kinshasa de mobiliser des FDLR basés en Europe pour déstabiliser le Rwanda. Des accusations que Kinshasa dément. L'armée congolaise a lancé il y a une semaine à Walikale une campagne de sensibilisation à la reddition volontaire des FDLR. Une délégation du commandement des forces armées congolaises est sur place pour coordonner l'opération. Enfin, Kinshasa accuse à son tour Kigali d'avoir toujours ses militaires en territoire congolais et de soutenir activement la FCM23. C'est, selon les autorités congolaises, la raison pour laquelle l'accord sur le cadre régional économique n'a pas été signé. Et c'est dans ce contexte que doit se tenir à Washington la réunion du comité conjoint chargé de la surveillance de l'accord du 27 juin. Et de son côté, le comité international de la Croix-Rouge alerte sur la situation humanitaire, cette fois en Ituri. La province voisine du nord et du sud Kivu est également en proie à des conflits. Dans son dernier rapport, le CICR regrette l'augmentation des victimes et la réduction de l'espace humanitaire en Ituri. Vous retrouvez justement à ce sujet un article complet sur notre site internet www.rfi.fr. À la une de l'actualité également, le Cameroun et Paul Biya qui appellent à l'union sacrée. Élu pour un 8e mandat à la présidence, Paul Biya a donc prêté serment hier au Palais de Verre à Yaoundé, alors qu'Issa Chiroma Bakary continue de contester le résultat du scrutin présidentiel. Le chef d'État camerounais est revenu sur les manifestations qui ont éclaté après la proclamation de sa victoire par le Conseil constitutionnel. Je peux vous l'assurer, l'ordre régnera, a lancé Paul Biya qui appelle à la responsabilité pour maintenir la paix auquel les Camerounais sont attachés. Écoutez. Cette paix a malheureusement été perturbée en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Les scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions des biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera.
Paul Biya hier à Yaoundé devant les parlementaires, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, le gouvernement et le corps diplomatique. Les forêts du bassin du Congo au cœur des discussions à Belém hier en marge de la COP30. La 30e conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvrira officiellement lundi prochain, mais au Brésil hier, il était donc déjà question des engagements en faveur du bassin du Congo. Le texte vise à stopper et inverser d'ici 2030 la déforestation et la dégradation des terres dans la région. Eh bien, Igor Strauss, dans leur discours lors du sommet des chefs d'État, les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi ont rappelé le fossé qui demeure entre les annonces et les besoins réels. Do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Premier président africain à s'exprimer à ce sommet des chefs d'État, Félix Tshisekedi a rappelé l'importance des forêts tropicales. Belém est un message. L'avenir de l'humanité dépend en grande partie des forêts. Force est de constater que ces forêts vitales sont aujourd'hui en péril. Oui, l'enjeu majeur de cette COP, c'est le financement de l'adaptation des pays les plus pauvres, comme l'a souligné le président congolais Denis Sassou Nguesso. J'exhorte les nations nanties à accompagner financièrement les pays en développement dans leurs actions d'atténuation, d'adaptation et de prévention. Lors de la dernière COP à Bakou, les États s'étaient engagés à verser 300 milliards de dollars par an pour l'adaptation des pays du Sud, qui eux espéraient au minimum 1300 milliards de dollars par an. Belém sera donc l'occasion de passer des discours aux actes. Igor Strauss du service environnement de RFI. Et puis du football et la RDC qui prépare son barrage capital sur la route du mondial. Les Léopards affronteront le Cameroun le 13 novembre prochain à Rabat pour espérer donc décrocher un ticket pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a révélé les joueurs sur lesquels il comptait pour cette rencontre capitale. 3 nouveaux joueurs font leur entrée dans l'effectif, Olga Massangou. Noah Sadiki, 21 ans, Nathanaël Mboukou, 22 ans, ou encore Ngalaël Moukaou, 21 ans, font partie de cette nouvelle génération des Léopards qui ont su s'imposer progressivement dans la tanière jusqu'à devenir titulaires lors de certaines rencontres de la RDC. Depuis son arrivée à la tête de la sélection congolaise en août 2022, Sébastien Desabre n'a jamais caché sa volonté de rajeunir son effectif. Une volonté qu'il a aussitôt concrétisée après la belle 4e place obtenue à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En vue des barrages face au Cameroun, ultime chance de qualification pour la Coupe du Monde 2026, le Français a convoqué dans sa liste de 25 joueurs 3 nouveaux visages appelés à découvrir la sélection. Mathieu Epolo, 20 ans, gardien du Standard de Liège, Marius Troikens, 21 ans, milieu d'Anderlecht, et Michel-Ange Balikouicha, 24 ans, attaquant du Celtic Glasgow. Un vent de fraîcheur souffle donc sur les Léopards, un renouvellement qui semble réfléchi à l'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Olga Massangou, Kinshasa, RFI. RDC Cameroun, match prévu donc jeudi prochain à 17h temps universel. Même jour, même heure, le Gabon affrontera le Nigeria. Afrique Matin sur RFI. 4h44 ici à Paris, nous sommes dans quelques instants au Maroc. 50 ans après la marche verte au Sahara occidental, des témoins nous racontent cette démonstration de force patriotique et populaire. Nous reviendrons dans Afrique Économie sur la levée de fonds record d'une start-up gabonaise. La chronique des matières premières consacrée ce matin au café Arabiaka. Les stocks sont au plus bas depuis 1 an et demi. Les prix, eux, s'envolent également à cause des inquiétudes météo. Et puis, comme tous les matins, votre rendez-vous avec l'actualité française dans l'océan Indien. Le début d'une lutte entre Rabat et les indépendantistes du Polisario. Il y a 50 ans, le 6 novembre 1975, des milliers de Marocains entraient sur le territoire du Sahara occidental. Des civils traversent alors la frontière à l'appel du roi